et je vous retrouve pour une vidéo de la semaine qui débute avec une lecture qui me met clairement dans le mal. J'avais pas prévu de la commencer et en fait j'ai une échéance qu'il faut que je respecte. Du coup, je me suis plongée dedans hier, donc lundi, aujourd'hui on est mardi. J'ai lu la moitié, donc elle me met tellement dans le mal que en fait je n'en sors pas. C'est bien entendu Contagion, le prix Pulitzer de Lawrence Wright, au Cherche-Midi, un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Voilà, donc j'imagine qu'en quelques secondes, vous comprenez pourquoi ce livre me met dans le mal le plus total. J'ai l'impression de carrément somatiser, en fait, j'ai l'impression d'avoir le Covid, alors que pas du tout, mais à lire ce livre, c'est... Ah ouais, le mec a clairement tout anticipé. Que vous dire de ce livre? En fait, bon, il est incroyable, hein, ok, il me met dans le mal, mais franchement, il est incroyable pour la simple et bonne raison que pour écrire ce livre... Attendez, je suis en train de me demander si c'est un homme ou une femme. Non, c'est un homme. C'est un homme. Excusez-moi, c'est un homme. Clairement, je pense qu'il lui a fallu une dose de recherche absolument incroyable pour écrire ce livre, puisqu'il ne se contente pas juste de dépeindre un monde en proie à un virus de dingue. En même temps, je ne vais rien vous apprendre, puisque c'est ce qu'on vit depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais il y a des propos scientifiques qui sont ultra précis, où en gros, il fait un peu le récit d'autres virus par le passé qui nous ont atteints, comme le H1N1, comme Ebola, comme la peste, etc. Et en gros, il apporte vraiment une recherche scientifique. Alors pas poussée à l'extrême, hein, parce que je pense qu'il n'a pas oublié que les lecteurs n'étaient pas forcément des scientifiques. Mais pour autant, je trouve qu'on a beaucoup de détails et une véritable analyse. Alors, je suis pas scientifique, je suis pas logique du tout, donc j'espère que vous comprendrez quand je vais expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti avec ce livre. Mais typiquement, quand il est en train d'analyser, donc le personnage principal, peut-être ça qu'il faut que je vous dise, c'est Henri. Du coup, Henri est virologue, on dit ça comme ça. Enfin, à la base, il est médecin, mais il s'est spécialisé au sein d'un laboratoire américain. Il s'est spécialisé dans l'étude des virus. Et en gros, ça démarre en Indonésie, ou en gros dans un camp d'homosexuels, puisqu'en Indonésie, les homosexuels sont très mal vus et donc sont enfermés dans des camps, on va dire, ouais. Et du coup, là-bas, en fait, sont envoyés des médecins français qui, du coup, sont retrouvés morts des suites d'un virus inconnu. Et du coup, Henri se rend là-bas accompagné d'un chauffeur de taxi. Et en gros, il se rend compte tout de suite qu'il y a vraiment un souci et qu'il y a vraiment un problème. Il commence à faire une autopsie d'un des médecins et il découvre que là, clairement, le corps s'est emballé, qu'il y a un truc qui cloche. Et du coup, il dit à son chauffeur de taxi de rentrer chez lui, de jeter ses affaires, de les brûler, etc. Et de ne pas rester ici, de se mettre en sécurité. Le chauffeur de taxi part. Lui, Henri, reste là, il fait des visioconférences avec des médecins qui sont aux États-Unis, avec d'autres organisations. Et du coup, il fait en fait cette autopsie en visio. Et en gros, tout le monde voit ce corps de ce médecin qui, en gros, est mort dans ses propres fluides, quoi. En gros, le système immunitaire s'est complètement emballé. Les poumons sont en bouillie, une espèce de mousse sanguinaire qui se dégage du corps. Enfin bref, je vous passe les détails. Et là, en fait, branle-bas de combat, donc mise en quarantaine de tout le monde. Les plus grandes organisations scientifiques et de santé vont sur place pour mener les études. Et en gros, Henri se dit, oh bon sang, le chauffeur de taxi qui est parti chez lui, où est-ce qu'il est maintenant? Est-ce qu'il a bien brûlé ses affaires, etc. Et en gros, le chauffeur de taxi a déjà pris l'avion et est parti en pèlerinage à la Mecque. Voilà, où il y a des millions de personnes qui se retrouvent chaque année
pour un pèlerinage. Et là, donc forcément, Henri se dit, il faut absolument qu'on retrouve ce mec avant qu'il contamine des millions de personnes. Voilà, ça commence comme ça. Ça parle de quarantaine, ça parle de masques, ça parle de gants, ça parle de virus qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment il se transmet, on ne comprend pas puisque en gros le schéma de contamination ne correspond pas au schéma habituel, à savoir que ça touche aussi bien les vieilles personnes que les personnes en forme avec des symptômes complètement différents. Enfin, c'est le Covid avant le Covid en fait. Et on a beau dire oui, il y a déjà eu plein de films, plein de séries d'anticipation comme ça, mais là, ça correspond vraiment trait pour trait à la situation qu'on vit en ce moment. Donc, voilà. En fait, j'ai hâte de voir la fin, voir ce qu'il a fait de la fin en me disant peut-être que s'il a anticipé le Covid, peut-être qu'il anticipe notre fin à nous. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le Covid va disparaître comme ça en un claquement de doigts? Bref, toujours est-il que je salue vraiment l'effort de recherche qui est juste incroyable, mais surtout le juste équilibre. C'est-à-dire que j'imagine qu'il a accumulé une dose d'information de dingue. Il a dû se dire aussi, attention, doucement, je m'adresse à des lecteurs, je m'adresse pas à des scientifiques, donc il faut que le propos soit étayé, mais en même temps que je perds pas tout le monde et dans des détails et dans des terminologies médicales que personne ne comprendrait. Donc voilà l'idée de ce roman, mais de ce thriller qui est absolument passionnant. Je n'arrête pas de l'avancer, mais franchement, ouais, ça me met dans le mal. Limite, j'ai un peu la nausée en fait là pour tout vous dire. Donc ouais, c'est cool, mais ça nous parle quoi. Donc voilà, je pensais pas le lire, mais comme je vous disais, voilà, écoute, il fait combien? Il fait 500 et quelques pages. J'ai lu 237 pages. Voilà, j'en suis là actuellement, donc je continue Contagion, je continue toujours L'amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand, et il va falloir que j'attaque la trentaine de pages que nous avons à lire d'un lieu à soi, une chambre à soi de Virginia Woolf, dans le cadre de l'embauche classique, le hashtag et le challenge créé par Sarah du compte Mrs. Bouquier-Monde. Voilà, oh là, bah rien que d'avoir parlé de ça, ça m'angoisse en fait. Bon, bref, vivement que je le termine. Encore une fois, c'est un très bon livre, mais il va falloir que je me mette dans une romance après ça en fait. Qu'est-ce que je lisais que je voulais... Ah oui, voilà, que Ridley Scott, le réalisateur de Gladiator par exemple, est en train de l'adapter au cinéma. Actuellement, voilà, je vous reprends quand, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Ah si, j'ai eu... Ah oui, mais je peux pas vous montrer. J'ai eu 3 super réceptions dans le cadre du Grand Prix des lectrices du magazine Elle, que je ne peux pas vous montrer encore, puisque c'est la sélection retenue de la part du jury de février. Et je crois qu'en fait, la sélection n'a pas encore été publiée dans le magazine. Ou si, peut-être le magazine a dû sortir. Peut-être que le magazine... Je vérifie et je vous en reparle à l'occasion. Bon, j'ai quand même décidé de vous parler de la réception du jury du mois de février pour le Grand Prix des lectrices Elle. Tant pis, si jamais je peux pas en parler, je couperai cette séquence, mais j'avais trop envie de vous les montrer. Ils sont au nombre de 3. Il y a du coup le document qui s'appelle Miarca d'Antoine de Meaux. Et en fait, il s'agit d'une biographie, j'imagine, de Denise Vernet, qui est la sœur de Simone Veil. Denise Jacob a 19 ans quand elle entre en résistance sous le nom de Miarca. Agent de liaison à Lyon, elle recueille les demandes de faux papiers, collecte et achemine les informations jusqu'au jour de son arrestation en juin 1944. Et du coup, Antoine de Meaux, l'auteur, a bien connu Denise Jacob, devenue Vernet par son mariage après-guerre. Et il retrace du coup l'histoire bouleversante de cette femme d'exception de la résistance. Je n'avais pas du tout vu ce livre passer. Je pense que franchement, ça va être super intéressant. C'est aux éditions Phébus. Ça, c'est le premier livre. Le second et celui-ci, je l'ai vu circuler. Et je suis trop contente qu'il fasse partie de la sélection du jury de février. C'est Trancadis. J'imagine qu'on dit ça comme ça. Je connais même pas ce mot, Trancadis. De Caroline Daines sur... du coup, c'est un roman autour de Niki de Saint-Phal, l'artiste Niki de Saint-Phal. Attendez.
Ouais, non, mais si, c'est ça. Mais alors, je connais pas ce... C'est quoi ce mot? 30 et le mot qu'elle retient, une mosaïque d'éclats de céramique et de verre. De la vieille vaisselle cassée recyclée pour faire simple. Ah d'accord, donc ça a l'air d'être un procédé artistique en fait. Bah, je connaissais pas du tout. Alors Niki de Saint-Phal, je la connais bien puisque quand j'étais journaliste pour le magazine Art Magazine, j'avais écrit un dossier sur Niki de Saint-Phal. Il y avait une expo à Paris à son sujet. Dans mon souvenir, j'avais même participé à une émission pour la chaîne Paris Première. Je me souviens, j'avais eu un trac de folie. Enfin bref, j'étais interviewée, je devais parler de Niki de Saint-Phal. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à son travail à cette époque. Et du coup, je suis vraiment contente de la retrouver avec ce roman inspiré de sa vie, j'imagine. Qu'est-ce que ça dit? À la manière d'un puzzle, ce récit inclassable rassemble les multiples facettes de l'artiste Niki de Saint-Phal, blessé mais toujours debout. Superbe, un texte d'une prodigieuse inventivité. Eh ben c'est top ça, chez Quidam Éditeur. Je crois que je n'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition. Qu'est-ce qu'elle est belle, Niki de Saint-Phal. Vraiment, c'est une belle femme. Le troisième de Tana French, L'arbre du mal. Cette couverture, elle est complètement dingue. On dirait de la bande dessinée. Un arbre complètement en sang. Chez Calmont Lévy Noir, donc bien sûr, il s'agit policier ou thriller? Thriller psychologique. Stephen King a dit un thriller extraordinaire. Est-ce qu'on doit... est-ce qu'on doit, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu ma phrase par rapport à Stephen King. Voilà, est-ce qu'on doit accorder une quelconque crédibilité à Stephen King quand il dit un thriller extraordinaire? J'ai envie de dire oui, puisque Stephen King, c'est quand même une sacrée pointure. Aussi envoûtant qu'horrifique, Tana French nous interroge sur la notion de destin et sur qu'on est prêt à risquer quand on ne sait plus exactement qui on est. J'ai jamais rien lu de cet auteur. Elle est donc le personnage principal, Toby Hennessy, victime d'une violente agression dans les rues de Dublin, il en ressort traumatisé et souffrant d'amnésie. Il part alors se reconstruire à la maison Ollière, une superbe villa familiale blottie dans un écrin de verdure. Franchement, alors c'est un gros pavé, hein. Il fait combien? Combien fait-il? 650 pages. Mais c'est assez aéré. Non, franchement, ça va être chouette. L'arbre du mal, édité chez Calman Levy. Autre réception dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit de Ibis de Florian Gazan, édité au Cherche Midi. J'adore cette couverture. J'adore, ça fait un peu... Mon mec a dit que ça ressemblait à une couverture pour un roman d'ado. Moi, je trouve que ça ressemble plus à une couverture genre motel maison close, un peu cheap, avec du gros néon rose fluo. Et en fait, il s'agit de Flo, qui approche la quarantaine, qui du coup est un peu fatigué par sa compagne actuelle. Il est mis à la porte, il se réfugie à l'hôtel, et là, en regardant le plafond de cette chambre interchangeable, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, tenter aussi de recoller les morceaux d'une vie qui vient d'exploser en plein vol, entre autodérision et auto-flagellation, un récit masculin de cette odyssée intérieure à l'issue incertaine. Franchement, alors c'est un premier roman, Ibis, il sort quand? Le 4 février. Ah bah il sort après-demain, puisque nous sommes le 2. Trop bien. Franchement, cool. Cherche Midi, je lis peu de romans de cette maison d'édition, je sais pas pourquoi, parce que bah pour le coup... attends, Contagion c'est Cherche Midi? Oui, Contagion c'est Cherche Midi. Bon moi ça va faire 2 livres en peu de temps au Cherche Midi, et pour le coup, des bons livres, et j'ai reçu, ça me fait trop plaisir. J'ai lu il n'y a pas si longtemps N'oublie pas que tu m'aimes, c'est ça le titre, le dernier roman de Catherine Rose Barbieri, qui était édité chez Erol. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman, et là du coup les éditions Erol m'ont gentiment envoyé son premier
roman Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, un roman totalement feel good qui va me faire vraiment du bien après Contagion, édité là donc Erol, toujours mes collections Erol poche. Merci beaucoup aux éditions Erol. Pareil, avant de lire Catherine Rose Barbieri, je lisais très peu de romans de chez Erol. Et pareil, j'ai des bonnes surprises. En fait, en ce moment, je suis vraiment en train de découvrir de bonnes maisons d'édition vers lesquelles je n'allais pas forcément. Et ça me fait du bien de changer un petit peu. Donc voilà pour les réceptions. Et je vous reprends plus tard. Et je vous reprends, ça fait quelques jours que j'ai pas pris la caméra par faute de temps et j'ai fini assez tard cette semaine. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de réception encore ce mois de janvier et ce début du mois de février. En gros, ce début d'année 2020, T1, c'est clairement n'importe quoi niveau réception, sachant que habituellement, j'achète des livres tous les mois, mais j'achète 1 ou 2 livres. Là, clairement, j'en ai acheté plus d'une dizaine. Alors, est-ce que c'est l'effet solde? Est-ce que c'est l'effet j'avais trop envie de plein de choses et en consultant les sites internet, je me suis donné envie de plein de choses, ce qui est fort possible aussi. Toujours est-il que j'ai reçu pas mal de choses et je ne voulais pas annoncer ici. J'ai donné l'info sur mon compte Instagram, mais j'ai été retenue pour faire partie du jury du prix Audiolib 2021. Donc Audiolib, enfin voilà, vous devez connaître, c'est un éditeur de livres audio. Et du coup, ils organisent un prix. Depuis combien de temps d'ailleurs? Faudrait que je regarde, mais toujours est-il qu'on est plusieurs à faire partie. On est une bonne dizaine à faire partie du jury pour 2021. J'ai reçu, je vais vous le montrer maintenant puisque j'en parle, j'ai reçu les 5 premiers livres audio. Alors c'est sûrement des romans que vous connaissez, que vous avez déjà lus par chance et je suis trop contente. C'est que des romans que moi je n'ai pas lus. Il y en a 2-3 notamment là où chantent les écrevisses de Delia Owens que j'avais envie de lire, que je n'ai pas lu. Et bien sûr Betty aussi de Tiffany McDaniel que j'avais très envie de lire et je suis vraiment contente que ce soit des textes qui fassent partie du prix Audiolib. Donc il y a celui-ci, il y a Takawan d'Éric Plamondon que je ne connaissais pas, il y a La soustraction des possibles de Joseph Incadorna, ça il me semble que j'en avais entendu parler, celui-ci bien sûr de Sophia Awin, Rhapsodie des oubliés. Donc ça ce sont les 5 premiers. Je vous parlerai des 5 prochains quand je les recevrai. Alors j'ai commencé hier celui-ci qui est lu par Marie Dubled et franchement, mais j'adore sa voix et c'est surtout que à chaque personnage, elle a cette capacité à changer sa voix. Mais juste ce qu'il faut, c'est pas accentué, elle accentue pas le personnage non plus comme une dingue, c'est juste ce qu'il faut de variation dans sa voix pour qu'on comprenne de quel personnage il s'agit, qu'on comprenne qu'on est sur du dialogue, mais c'est pas grossier et franchement, j'adore la voix, j'avais jamais écouté de livre audio lu par cette actrice, elle est belge, et franchement, non mais j'adore. Donc voilà, ça se présente comme ça, il y a quelques avis là, et à l'intérieur, donc là il y a deux CD en fait. Il y a 2 CD et j'en suis au chapitre 3, là c'est 11h18 d'écoute. Et voilà, je voulais absolument commencer par celui-ci parce que j'avais failli acheter le roman, j'ai bien fait du coup, comme ça je le découvre par ce biais. Et j'adore, je me suis mise... Alors, j'ai du mal à écouter autant les podcasts, j'arrive plutôt bien à les écouter en faisant autre chose, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en écrivant un article, enfin voilà, j'y arrive assez bien. Par contre, là, les livres audio, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle. Alors, dans la voiture, c'est parfait parce que typiquement, ok, on est concentré que sur la route, mais on fait pas autre chose et j'y arrive plutôt bien. Par contre, vraiment, pour moi, la meilleure écoute, c'est je ne fais rien d'autre et idéalement, je suis dans mon lit allongée, j'ai mes écouteurs, je suis dans le noir, je suis dans ma bulle et je suis dans l'histoire et je vis l'histoire, je vis avec les personnages et c'est trop bien, donc je suis trop contente. Bon tant que je suis sur les réceptions, je vais continuer. J'ai reçu l'un des tomes des 7 sœurs, le tome 5, La sœur de la lune de Lucinda Riley,
puisqu'en fait, il va falloir qu'on lise, dans le cadre des lectrices, du programme des lectrices Charleston, il va falloir qu'on lise le prochain tome des 7 sœurs que Lucinda Riley va sortir. Je m'étais acheté le premier tome, du coup, en fait, je sais pas, je crois qu'elle en a sorti 6, je sais plus, enfin toujours est-il que du coup, il faut que je lise du coup tous les tomes déjà sortis avant de recevoir les EMC pour lire le prochain. Donc du coup, j'essaye de me les acheter comme ça, de les trouver d'occasion. Et là, j'ai trouvé, bon bah, j'ai le 1 et le 5, il m'en manque 2, 3, le 2, 3 et 4. Mais pour l'instant, c'est les seuls que j'ai trouvés sur Vinted. Donc voilà, je cherche un petit peu tous les jours les personnes qui vendent les Lucinda Riley. Et pour le coup, là, il est en super bon état. Et en fait, ce qui m'embête sur Vinted, c'est que vraiment, je tiens à acheter d'occasion. Mais en fait, là, j'en avais vu 2-3 des Lucinda Riley, des 7 sœurs, mais en fait, ils sont vendus 6 euros. Et en fait, en rajoutant les frais de port, c'est le prix d'achat neuf sur la Fnac, frais de port gratuit. Donc j'essaye de négocier à 5-4 euros, mais là pour le coup il y a des acheteurs qui étaient vraiment fixés au prix 6 euros et bah, j'avoue que je savais pas trop quoi faire, à la fois à me dire bah oui c'est vrai que je prône plutôt l'occasion, voilà, mais du coup je me suis dit ah bah quitte peut-être à en avoir un neuf pour le même prix. Du coup, ne sachant quoi faire, j'ai ni acheté sur la Fnac et ni acheté le bouquin à 6 euros sur Vinted. Du coup, voilà, j'achète vraiment ceux qui sont d'occasion mais qui me reviennent moins cher que le prix du neuf sur la Fnac. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 4 balles avec les frais de port. Ben voilà, on était sur 6 euros et des brouettes. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est juste par principe. Autre réception, donc là, c'est mon craquage, somme toute très personnel. Chez Gibert, en fait, quand j'ai reçu le paquet, je me suis dit, attends, j'ai commandé tout ça. Je devais vraiment être dans une fièvre acheteuse de livres. Et d'ailleurs, dites-moi là sur les livres que je vais vous présenter si vous en avez lu et lequel vous me conseillez de lire absolument, absolument, absolument sans attendre. J'ai commandé du coup La Petite Couturière du Titanic, édité chez Archipoche de Kate Alcott. Alors, ah bah, il y a l'étiquette sur le résumé. Allez, on recommence avec la valse des étiquettes. Déjà dans la dernière vidéo, c'est dans cette vidéo, je sais plus. Est-ce que ça va être dans cette vidéo ou dans la précédente vidéo où j'ai eu plein de réceptions et j'arrêtais pas d'enlever les étiquettes. Tess Collins, avril 1912, jeune anglaise aspirant à percer dans le milieu de la mode, a de la chance. À peine sur le Titanic, elle fait connaissance de Lucy Duff Gordon, célébrité de la haute couture qui va présenter sa nouvelle collection en Amérique. Kate Alcott est journaliste et romancière. La petite couturière du Titanic est restée plusieurs semaines durant sur les listes des meilleures ventes. Enfin voilà, ça m'inspirait. C'est vrai que l'histoire du Titanic, bon bah forcément avec la sortie du Titanic, il y a déjà combien de temps? 15 ans? Ça fait 15 ans qu'il est sorti Titanic? Un peu plus? Je ne sais plus. Que je revois d'ailleurs, alors pas tous les ans, mais que je revois assez régulièrement parce que je trouve que c'est une réalisation juste dingue. Et je me souviens à la sortie du film, j'avais acheté ce super beau livre des coulisses du tournage avec les maquettes, l'interview de James Cameron. Enfin bon bref, j'étais complètement dingue. Alors pas forcément dingue de Leonardo DiCaprio à cette époque. Leonardo DiCaprio, c'était avant que j'ai découvert avec L'homme au masque de fer. Alors vous allez me dire non mais ce film est une daube. Alors moi ce film il m'a complètement, j'ai dû le voir sans rire, hein, une bonne 40aine de fois, je connais toutes les répliques par cœur, peut-être parce qu'il a été tourné, une partie a été tournée dans mon département, en Sarthe, et enfin bref. Et en fait, ce film a été tourné juste avant Titanic, et je me souviens, parce que quand j'avais bossé au conseil départemental de la Sarthe, on avait bossé sur un projet où on valorisait les lieux de tournage, et la propriétaire du manoir où a été tournée du coup une partie de L'homme au masque de fer m'avait dit en fait personne n'était vraiment au courant de ce tournage du film parce que Titanic était en train d'être fini de monter, enfin il commençait la communication sur Titanic et en gros Leonardo DiCaprio commençait à être vraiment bien connu et du coup le tournage s'est un peu fait en catimini. Bref, je dévie totalement sur autre chose. Donc voilà, La Petite Couturière du Titanic chez Archipoche. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette boîte magique? Une histoire des loups d'Emily Friedland chez Gallmeister. Bon, enfin, voilà, les couvertures de chez Gallmeister, on est toujours aussi fan. Et en fait, c'est le résumé qui m'a vraiment attirée en plus de la couverture, mais en fait ils mettent 2 étiquettes en plus au dos du livre, quoi, double code barre. Madeleine, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du lac, un couple et leur enfant.
dont la vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère propose à Madeleine de s'occuper du garçon, de passer avec lui ses après-midi, puis de partager leur repas. L'adolescente entre petit à petit dans ce foyer qui la fascine. Un concentré de drame et de suspense, vous allez en sortir complètement abasourdi. Bon, je laisse tomber l'étiquette, parce que je ne vais pas passer la vidéo à enlever les étiquettes. Alors celui-ci, je l'attendais. Le premier, L'Art du meurtre, premier roman de Christelle Duchamp. J'ai lu très récemment, édité chez l'Archipel, La Casa de Belasco, qui est un thriller familial, qui a été mon premier coup de cœur de l'année. J'en ai parlé sur Instagram en long, en large, en travers, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, et en fait j'avais vraiment envie de lire celui-ci. C'est son premier roman, je crois, hein. Ouais, voilà, son premier suspense. Alors est-ce que c'est son premier roman, son premier écrit, son premier suspense, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram, quand j'ai posté sur La Casa de Belasco, de lire ce premier livre qui apparemment est tout aussi dingue. Et bah voilà, en fait, je vais le lire. Je suis trop contente. Alors, contrairement à Momox, Gibert là les gars, en fait, c'est-à-dire que les étiquettes, elles sont sympas, mais les étiquettes, elles laissent clairement des résidus. Bon, c'est trop une technique pour enlever ça. Et là, édité chez l'Archipel aussi, ils ont édité son premier suspense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est un peu la boîte magique. Ah oui, Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Ronet. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Est-ce que c'est une honte ou pas? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Peut-être que oui. Mais en tout cas, je me souviens au moment de sa sortie, je l'ai vu circuler un nombre incalculable de fois sur internet, et influençable comme je suis, quand je l'ai vu sur le site de Gibert, je me suis dit attends, allez, je le commande. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Édité chez... c'est Lafon, ça? Ouais, c'est Robert Laffont. De quoi s'agit-il? Une résidence pour artistes flambant neuve, un appartement ultramoderne au 8e étage avec vue sur tout Paris, un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou cauchemar? Depuis qu'elle a emménagé, Clarisse Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée, et le doute s'immisce. Qui se cache derrière Casa? Clarissa a-t-elle raison de se méfier, ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile? Et elle s'appelait Sarah, je ne l'ai même pas lu. Vendu à 11 millions d'exemplaires. Bref, avez-vous lu ce livre, et avez-vous déjà lu du Tatiana de Ronet? Vaste question, vous me direz. Franchement, c'est des bonnes lectures, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il n'y en a plus qu'un? Oui, il y en a plus qu'un. Allez, le dernier. Ah oui, Française d'Alexandre Jardin. Surprise. En fait, j'ai l'impression de sortir de ce carton des bouquins que j'ai commandé, hein, que j'ai choisi. Mais, oh, Française d'Alexandre Jardin. Mais oui, j'avais commandé ça. Édité chez Albin Michel. Pareil, celui-ci, au moment de la sortie, on l'a tellement vu circuler. Mais j'avais tellement d'autres livres à lire que je ne me suis pas laissée avoir. Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même, une amoureuse qui consent à toutes ses contradictions, une frondeuse assez sage pour être imprudente, une Française. J'adore ce genre de résumé où on n'en fait pas des caisses. C'est concis, précis, et ça donne tellement envie. Enfin, c'est direct, quoi. Je trouve ça génial. Française, et j'avais beaucoup aimé la couverture aussi, donc j'ai bien hâte de lire ce roman. Pareil, je suis sûre que vous êtes très nombreuses à l'avoir lu. Voilà pour bon, décidément, là c'est bon, en vrai, il n'y a plus rien. Les lectures terminées et lectures en cours. Alors, je suis toujours dans de Frédéric Lenormand, Un amour d'Arsène Lupin. J'ai avancé, j'en suis à la moitié, mais il faut aussi en même temps que je lise la première partie du livre Un lieu à soi de Virginia Woolf, que je lis dans le cadre du challenge L'Empoche classique organisé par Sarah de Mrs Book Tiers Monde. On est, pour tout vous dire, on est samedi. Avant demain soir, il faut donc que je lise la première partie d'Un lieu à soi, et il faut que je termine ce bouquin que je dois lire dans le cadre du Grand Prix des lectrices du magazine Elle, et je dois rendre ma chronique demain soir. Par chance, ce livre est génial. Donc, il s'appelle Arène de Negar Javadi, édité chez Liana Levy, et maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, ce livre commence très très bien.
Alors, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que vous voyez clairement, j'en suis vraiment au début, j'en suis page 103 et nous sommes sur combien 425 pages, donc je ne vais pas en parler tout de suite, ce serait vraiment trop hâtif en fait d'en parler maintenant, mais je peux vous dire que je suis à fond dedans et que j'aime beaucoup l'écriture de Negar Javadi. Donc voilà, à suivre, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, du coup potentiellement demain. Mais surtout, je voulais revenir sur Contagion, que j'ai aussi lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices, édité au Cherche Midi de Laurence Wright, qui a obtenu le prix Pulitzer, rien que ça. Alors, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, pour vous dire que ce livre m'angoissait. Clairement, il m'a angoissée. Pas tout le temps, mais il y a certains passages, notamment le passage où le premier, en tout cas, porteur du virus qui sort du camp d'homosexuels en Indonésie où naît le virus. Bon, attendez, je vous refais vite fait le topo si vous n'avez pas suivi. Rapido, parce que je pense que je vous ai fait un topo juste avant. En gros, dans un camp d'homosexuels en Indonésie, il y a du coup un virus qui pullule et qui tue aussi bien les bien portants que les jeunes, les vieux, enfin en gros toutes les personnes qui potentiellement n'ont pas de résistance au virus. Et normalement, comme le Covid en ce moment, ce sont plutôt les personnes âgées qui n'ont pas trop de résistance ou les personnes avec des pathologies particulières. Or, vous le savez que c'est un virus qui touche à peu près tout le monde. Comme le virus, le Congoli de ce livre. Oui, parce qu'il faut préciser que ce livre a été écrit avant l'épidémie du Covid. Thriller d'anticipation, trop fort. Où j'en étais? Du coup, camp d'homosexuels touché par un virus. Henri, qui est un épidémiologiste très reconnu, va dans ce camp pour étudier le virus et voir un peu s'il y a danger ou pas danger. Il arrive là-bas, il découvre des médecins français qui étaient déjà sur place, qui sont tous morts, et il décide du coup d'étudier ce qui s'est passé, de faire une autopsie, et là il se rend compte qu'il y a clairement un problème, que c'est un virus qui dévaste totalement toute l'immunité et réduit l'intérieur de notre corps en une espèce de vaste bouillie mousseuse de couleur rose pastel. Voilà. Et du coup, il va tout de suite dire au chauffeur qui l'emmène dans ce camp, vous partez tout de suite du camp, vous brûlez vos affaires, vous vous lavez, et voilà. Sauf que quelques jours plus tard, quand Henri se rend compte de la catastrophe que c'est en train de devenir ce virus et de l'impact que ça a sur le corps humain, il dit « Mince, le chauffeur, où est-il » Figurez-vous que le chauffeur, il est rentré chez lui, il a fait ce qu'il fallait, il s'est lavé, il a brûlé ses fringues, mais il est parti en avion en Arabie Saoudite pour un pèlerinage à la Mecque où il y a plus de 3 millions de pèlerins. Voilà, et c'est là que l'angoisse naît, puisqu'on imagine tout de suite ce petit bonhomme se balader partout, aller faire son pèlerinage et contaminer potentiellement 3 millions de personnes. Voilà, donc là l'angoisse commence et clairement c'est parti quoi. Après ce que j'ai vraiment... Alors il y a plein de points positifs. Alors ok, c'est angoissant, mais en fait le fait que ce soit angoissant n'est pas un point forcément négatif. C'est juste une impression, comme un livre pourrait vous faire rire ou vous faire pleurer. Moi ça m'a angoissée, mais pour autant j'ai bien aimé ma lecture. C'est juste que voilà, j'ai eu cette sensation et je me suis pas dit oh non, je déteste ce livre, je le referme, ça m'angoisse trop. Non, ça m'angoisse, voilà... Paris gagné, j'ai envie de dire, parce que sûrement l'écrivain a voulu aussi nous angoisser un petit peu. Et puis il faut dire que le contexte actuel n'aide pas, hein, on est d'accord. Mais j'ai pas lu le bouquin en portant mon masque, hein, donc voilà, c'est pas non plus, je suis pas non plus rentrée dans une paranoïa de dingue. Toujours est-il que... Autre point très positif dans ce livre, et c'est le point positif ultime je pense, c'est le travail de recherche de l'auteur. Et d'ailleurs à la fin dans les remerciements, il remercie un tas de professionnels, des épidémiologistes, des virologues, des scientifiques, des vétérinaires, des professeurs en faculté de sciences, c'est des chercheurs, des instituts de recherche. Bref, il a fait un travail de recherche complètement dingue pour du coup aux propos politiques, social et de santé, rajouter aussi un propos scientifique sur la recherche d'un vaccin, comment on analyse un virus, tout des faits aussi historiques qui retracent l'histoire de Ebola, l'histoire du VIH, l'histoire de la peste. Donc en fait, et en même temps, il sait à qui il s'adresse, il sait qu'il ne s'adresse pas à des médecins et il part pas non plus dans un propos 100% scientifique, c'est juste
nous apporter les clés pour comprendre un petit peu comment ça se passe quand on trouve un virus, quand on doit trouver un vaccin, quand on doit analyser le virus, par quelles étapes on passe. Et en fait, c'est pas si évident que ça, que le virus il progresse, que le virus il change, qu'il y a des variants. On les connaît, les variants maintenant, nous, qui s'adaptent à la population, qui s'adaptent à l'immunité, enfin voilà. Et en gros, j'ai aussi beaucoup aimé la temporalité de ce roman. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait partir sur une temporalité très restreinte, presque au jour le jour, mais au final, non. On a cette temporalité de le virus est là, voilà comment il progresse. Après, on a quelques semaines, quelques mois plus tard, on en est là, il y a eu tant de morts, les hôpitaux, voilà ce qui est devenu la société, les magasins sont vidés, enfin, etc. Et la temporalité de, on a trouvé un vaccin, comment on le développe, la temporalité de, ce virus a provoqué des guerres, des conflits armés, enfin... Donc, j'ai bien aimé ça, la recherche. Et en fait, ça n'en fait pas un énième roman catastrophe, déjà couru d'avance, avec des personnages ultra clichés, comme on peut voir dans certains téléfilms ou dans certains films, qui sont somme toute bien, mais qui sont ultra clichés. Et là, on se dit, ouh, je me donne des coups avec mon gilet. Et j'ai bien aimé ça, en fait. C'était pas un énième, c'était pas un énième roman catastrophe couru d'avance, avec une fin courue d'avance. Il y avait une vraie analyse, un vrai réalisme. Et en fait, c'est pas pour rien. Il est journaliste, hein, l'auteur. Faut que je vérifie, mais je crois qu'il est journaliste ou reporter. Ouais, c'est ça. Essayez chez le journaliste. Mais clairement, oui, en fait, on sent le journaliste dans son écriture. On sent le travail de recherche. On sent qu'il a voulu, même si c'est un roman d'anticipation, il a vraiment voulu y apporter un vrai réalisme et ne pas partir dans des trucs qui sont juste impossibles. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est toute la partie politique. En fait, on n'est pas juste sur une crise sanitaire, on est clairement sur une crise politique où, bien entendu, les politiques, après là c'est un chouille un peu cliché, puisque c'est un peu la Russie contre l'Amérique. Voilà, l'éternel dilemme. Mais toujours est-il qu'il faut bien trouver un coupable et que si c'est pas la nature, c'est potentiellement un gouvernement qui a créé un virus et qui, parce que comme par hasard, enfin si vous lisez vous verrez, mais comme par hasard, la Russie est très peu touchée par rapport aux États-Unis et donc forcément les Américains se disent tout de suite ah mais en fait les Russes ont créé un virus et nous l'ont balancé. Donc il y a toute cette partie très politique aussi, avec la guerre du pétrole, etc., enfin, qui est vraiment passionnante. Voilà, toujours est-il que voilà, on a besoin après de lire quelque chose de peut-être un petit peu plus léger, mais il faut le lire. Alors comme je le disais sur Instagram, il y a deux écoles. Il y a l'école de, on est nous-mêmes concernés en ce moment par un virus, par une pandémie, etc., donc quitte à y être, autant allons-y franco et lisons un livre sur ce que nous sommes en train de vivre, ou de se dire attendons peut-être un petit peu que tout cela passe et peut-être que l'on l'appréciera un petit peu plus et on en rigolera bien puisque ce ne sera qu'un lointain souvenir. Mais en tout cas, il mérite carrément son prix Pulitzer, vraiment. Voilà, combien 22 minutes, pas mal. Voilà où j'en suis, donc je vais continuer ce livre aujourd'hui, lire Virginia Woolf. J'aimerais bien essayer de terminer d'ici mardi prochain Un amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand. Et puis on va voir sur quoi j'enchaîne. Je sais que du coup j'ai 3 autres livres du prix des lectrices, elles, à lire la semaine prochaine. Peut-être que je vous les présenterai en début de semaine. Toujours est-il que là, il va falloir que je m'y colle. Et alors, je sais pas vous, mais il y a des jours comme ça, moi, où j'ai envie de tout faire d'un coup et je ne sais pas choisir. Donc ce matin, en me réveillant, j'avais envie de regarder la dernière vidéo d'Estelle Petite Lectrice. J'avais envie de commencer une nouvelle série Netflix. J'avais envie d'écouter un livre audio. J'avais envie d'écrire. Et j'avais envie aussi de continuer mes lectures en cours. Et généralement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que je ne fais rien franchement en fait. Voilà, je papillonne comme ça. Je vais écouter 5 minutes de livre audio. Ah, puis en fait, je vais lire 5 pages de livre. Ah, et puis en fait, enfin bon, bref. Donc il faut vraiment que je me recentre et que je me focalise
sur quelque chose. Voilà, donc fin de vidéo, je vais essayer de vous la poster dans la journée. Et puis bah, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine.